Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du magazine Mahogany, le magazine du bien vieillir à la Martinique. Nous abordons cette semaine un thème que vous avez déjà pu voir dans le quotidien France Antilles de jeudi dernier. Donc il s'agit de l'adaptation du domicile à la perte progressive de son autonomie et à la perte de ses sensations liées, vous le savez, au vieillissement. Nous avons sur le plateau pour discuter avec vous, nous entretenir avec vous de ce thème, Madame Charline Souchet. Bonjour Madame Souchet. Bonjour. Qui a bien voulu répondre à notre invitation dans des conditions d'efficacité dont je la remercie. Merci beaucoup. Donc Madame Souchet est ergothérapeute. Nous allons voir avec vous ce que signifie, quelle est sa mission en tant qu'ergothérapeute et comment elle peut, elle et ses confrères et consoeurs, venir en aide à tous ceux qui souhaiteraient apporter quelques modifications à leur environnement, à leur logement, à leur domicile, à cause ou pour prévenir des problèmes liés au vieillissement ou même à une pathologie invalidante. Avec nous sur le plateau, comme chaque semaine, notre partenaire bien-aimé dapisilver.com désormais, Dominique Felvia. Oui. Bonjour Dominique, qui viendra donc nous faire un petit point sur l'agenda et les futurs rendez-vous que nous aurons dans le cadre de ce bien vieillir. Toujours avec plaisir. Très bien, à tout à l'heure. Donc vous l'avez bien compris, nous allons parler aujourd'hui de tout ce qui concerne la vie quotidienne. Un petit jingle, nous nous retrouverons dans 30 secondes à peine. Alors, à ces invités dont je vous ai indiqué le nom, qui sont avec nous sur le plateau, j'avais omis, et nous l'avons en ligne, de vous préciser que nous recevons par téléphone Monsieur Victor Vermignon, qui est architecte. Bonjour Monsieur Vermignon. Oui, bonjour. Bonjour et merci beaucoup de bien vouloir intervenir dans le cadre de cette émission. Donc, vous êtes et vous avez eu l'occasion d'intervenir dans le cadre d'adaptation de logements. Alors, c'est notre thème aujourd'hui et nous souhaitons savoir quel est l'apport de l'architecte dont on a l'image du professionnel concepteur et créateur de lieux d'habitation. Comment avez-vous, vous, été appelé à intervenir dans le cadre de l'adaptation de logements? Oui. Au fait, l'adaptation peut se faire de différentes façons, soit sur un bâtiment existant ou un bâtiment neuf. Alors, lorsque c'est un bâtiment existant, on part le mot l'indique, de ce qui existe. Et comme il y a des normes à respecter, par exemple, s'il y a quelqu'un qui est sur une chaise roulante, il y a un cercle de 1,50 m à respecter, il y a des hauteurs de prise de courant, il y a des distances à respecter entre deux murs, entre la prise et le mur qui est à droite de la personne qui va l'utiliser, etc., etc. Donc, l'adaptation, c'est ça. Donc, soit on intervient sur de l'existant, donc on essaie d'améliorer, ou sur du neuf, ou tout de suite, lors de la conception, on respecte les normes, parce qu'il y a vraiment une réglementation qui est très, très pointue là-dessus actuellement. Voilà. Alors, est-ce qu'en Martinique, vous avez eu l'occasion d'intervenir sur de l'existant? Très peu sur l'existant actuellement, parce que si vous voulez, ça entre dans les mœurs maintenant, donc ça commence très 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 doucement. Donc on le fait petit à petit, mais pour l'instant, nous personnellement, on a très peu fait d'intervention sur l'existant. C'est surtout sur les bâtiments neufs. Alors concernant les bâtiments neufs, les futures constructions, est-ce que ce sont des considérations qui vous viennent naturellement? Est-ce que la législation les rend obligatoires? Est-ce que lorsque vous travaillez sur un projet, ce sont des considérations que vous prenez en compte? Alors, vous savez, au départ, bon, on ne tenait pas
tellement compte du besoin, hein, puisqu'on était habitué à mettre des escaliers partout. Il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années, c'était la mode dans un appartement, dans une villa notamment, entre le séjour, la cuisine, les chambres, mettre des marches, mais là c'est plus possible. Bon, donc si vous voulez, non seulement la législation a poussé à éliminer un certain nombre de problèmes, mais ça devient maintenant instinctif. Maintenant, nous architectes, lorsqu'on conçoit, on sait qu'il y a des choses à respecter, ne serait-ce que la dimension d'une porte. Il y a quelques années, bon, il y avait des portes intérieures de 63 de large, de 73 de large, de 83. Maintenant, systématiquement, le réflexe d'un architecte, c'est de mettre une porte de 83 à l'intérieur. Donc ça devient automatique, mais on n'y pensait pas. Mais maintenant, on y pense régulièrement avec, je dirais presque par instinct maintenant. Tout concepteur essaie de respecter cette réglementation. Donc voilà. Vous avez intégré effectivement ce type de paramètres. Voilà. Est-ce que, puisque vous, je crois savoir que vous travaillez beaucoup avec des partenaires collectifs, hein, des sociétés de logement collectif. Oui. Est-ce que dans les cahiers des charges que vous avez à respecter, ce sont des préoccupations que vous sentez chez ces constructeurs, ces donneurs d'ordre collectifs? Oui, bien sûr. Vous savez, lorsqu'on parle d'adaptation, il ne faut pas forcément voir des personnes sur chaise roulante. Hein. On dit plutôt, c'est pour ça qu'on appelle PMR, personnes à mobilité réduite. Donc, les escaliers se sont élargis, il y a des hauteurs de rampes, il y a des dimensions de rampes. À l'intérieur d'un appartement, même si c'est un appartement à étage où l'accès s'est fait par escalier, il y a un certain nombre d'éléments à respecter. Et les donneurs d'ordre, les sociétés d'HLM, sont actuellement obligés de le faire et ils l'appliquent systématiquement. Donc nous, concepteurs, on l'applique systématiquement. Ne serait-ce que par exemple, j'aime bien prendre des exemples. Vous avez des menuiseries dans une cuisine, il faut pouvoir l'ouvrir. Donc même quelqu'un qui a mobilité réduite au premier étage, qui est au premier étage et qui est des fois sur chaise roulante, hein, dans son appartement, il faut qu'il puisse accéder à cette menuiserie par un système de manivelle à tige. Donc on adapte toujours cette problématique. Voilà. Très bien. Écoutez, Monsieur Vermignon, merci beaucoup d'avoir bien voulu intervenir dans le cadre de Mahogany. Nous ne vous retenons pas plus longtemps puisque vous êtes effectivement au milieu d'obligations qui vous appellent. Donc on le voit bien, cette problématique est prise en compte d'une part par les pouvoirs publics, par les créateurs, les concepteurs de projets tels que vous, les professionnels d'une façon générale, ont intégré l'adaptation à tout un chacun, à tous les citoyens, même lorsqu'ils sont à mobilité réduite. Les préoccupations sont également les vôtres. Et oui, et ça avance, ça progresse, parce qu'il faut que la personne à mobilité réduite puisse partir de sa voiture et accéder à l'appartement. Donc, on doit tenir compte aussi des trottoirs, de l'accès du bâtiment, du système d'ouverture de porte du bâtiment et arriver aussi dans l'appartement. Ce n'est pas uniquement à l'intérieur de l'appartement, ça part de la voiture. Voilà. C'est le domicile, mais c'est également tout l'environnement, et y compris l'environnement urbain. Voilà. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Nous aurons sans doute l'occasion de faire appel à vos lumières. À très bientôt, Monsieur Vermignon. Merci, je suis à votre disposition. Allez, au revoir. Au revoir. Donc, Monsieur Vermignon, architecte, bien connu, qui nous a confirmé les préceptes et les préoccupations des pouvoirs publics et des professionnels quant à l'adaptation de notre société au vieillissement, et ici en Martinique, y compris ici en Martinique, où vous le savez, nous connaissons, et dans les prochaines années, nous connaîtrons encore plus une accélération du vieillissement de nos populations. Alors, je reviens sur le plateau en compagnie donc de nos invités.
Dominique Felbia, Oui. on va commencer aujourd'hui par l'agenda. Oui, voilà. On va intervertir un petit Tout peu à l'ordre des sujets. Tout à fait. Donc, Dominique, au courant de la semaine, qu'y a-t-il d'intéressant pour nos téléspectateurs? Alors, à mon avis, ce qu'il faut absolument mettre dans son agenda, c'est le 26 septembre, puisqu'il y a la conférence de l'Agence régionale de la santé, qui sera un débat public autour des enjeux du vieillissement. Donc, a priori, ça devrait se tenir à Madiana. On n'a pas encore la confirmation, mais enfin, en tout cas, dans les prochaines émissions, on vous en parlera. Donc, le 26 septembre. Le 26 septembre. Alors, je pense que c'est en fin de journée, vers 17h. Mais là, je vous confirmerai tout ça par la suite. Donc ça, à mon avis, c'est quelque chose qu'il ne faut pas manquer. La deuxième chose, c'est que nous avons Info Social qui est sorti. Info Social, c'est en fait une sorte de magazine, de bulletin d'information de l'âme d'or, donc il paraît tous les 2 mois. Donc on va trouver des informations sur les formations longues ou courtes autour, je dirais, de tout ce qui est la psychomotricité, du vieillissement, tout ce qui est... la protection sociale, enfin toutes les formations liées au vieillissement à la Martinique. Et enfin, si on souhaite en fait avoir des informations sur le service d'allo-maltraitance à destination des personnes âgées, il y a aussi le numéro de téléphone que l'on peut composer pour avoir des informations. C'est le 0892 68 01 18. En fait, l'appel est facturé 34 centimes la minute. Donc, il y a un bénévole qui répond en cas de problème. Le troisième thème, c'est encore et toujours nos ateliers Génération Mature qui vont se tenir au mois d'octobre, théoriquement, en tout cas, le 12 et le 19 octobre. Donc, il est encore temps de se préinscrire sur le site Happy Silvers. Alors, je répète comment ça s'écrit. happysilvers.com. Donc, on en avait parlé la dernière fois, bien-être, alimentation, relooking pour ces dames, et aussi santé, les petites pathologies, animées aussi, bien sûr, par des gériatres. Et enfin, pour finir, Josette, j'ai découvert lors d'un passage, dans mon dernier passage à Paris, une adresse à mon avis qu'il faut connaître. C'est l'adresse de la Fondation nationale de gérontologie. Alors ça, c'est pour les professionnels, on va dire, du secteur, qui cherchent à avoir, je dirais, des informations. Donc c'est vraiment un centre de ressources intéressant pour les spécialistes et tous les acteurs qui sont concernés par la gérontologie. Alors là, on va trouver un fonds documentaire. Il y a plus de 9500 ouvrages, des thèses, des rapports, 300 titres à la fois de périodiques français et étrangers, et enfin surtout des dossiers thématiques. Alors, ça c'est à Paris, et c'est, je donne l'adresse du site internet, donc c'est www.fng.fr. Voilà. Très bien, ben écoute, Oui. merci Dominique, Merci, pour ces rendez-vous. Je voulais juste rajouter, bien sûr. le 21 septembre, c'est la journée de lutte Oui, contre la tout à maladie fait. d'Alzheimer. Oui. Nous en avons déjà parlé dans Mahogany, mais nous reviendrons et nous nous appesantirons sur effectivement la lutte contre cette terrible maladie. Nous chercherons quand même, l'objectif c'est de dédramatiser, à la fois pour les malades, les éventuels malades et les futurs éventuels malades, mais également pour l'entourage, parce que je crois que c'est une maladie qui est sans doute comparable à ce qu'on pensait de la peste au Moyen-Âge. C'est vraiment l'une des grandes peurs de notre époque. Mais de plus en plus, il y a des moyens et des motifs de, non pas se réjouir, mais en tout cas de dédramatiser la maladie, et des prises en charge qui sont font de mieux en mieux. Donc nous en reparlerons à la fois ce jeudi 19 septembre dans notre chronique de France Antilles. Donc rendez-vous jeudi 19 septembre dans France Antilles, et ensuite donc sur le site Happy Silvers. Tout à fait, oui. Et notre prochain numéro de Mahogany, le 24 septembre, nous aurons l'occasion d'approfondir donc cette lutte contre la maladie d'Alzheimer.
D'accord. Très bien. Bah, écoute, merci Merci. Dominique. Je me tourne à présent vers notre invitée, donc Madame Souchet, Charline, qui est ergothérapeute. Oui. Alors, ergothérapeute, pour ceux qui ne sauraient pas exactement à quoi correspond ce vocable, est-ce que vous pouvez nous définir quelle est votre profession, hein, Oui. quelles sont vos missions et comment vous intervenez? Alors, l'ergothérapie, c'est un métier paramédical qui a pour but de rendre la personne handicapée ou à mobilité réduite ou avec une déficience le plus autonome possible dans ses activités de vie quotidienne. Quelle que soit sa déficience, quelle que soit sa pathologie, ses incapacités, on va d'abord avoir un rôle de bilan pour voir vraiment où sont les difficultés. Et puis après, par rapport à ses habitudes de vie, par rapport à son cadre de vie, on va mettre en place des aides techniques ou des aménagements. Donc là, c'est principalement lorsqu'on travaille, lorsqu'on va au domicile de la personne. Mais le gros rôle de l'ergothérapie se trouve aussi dans les centres de rééducation, après un accident, après un AVC. Il y a toute une partie rééducation pour récupérer au maximum, en collaboration avec les kinésithérapeutes, orthophonistes et toute l'équipe médicale. Il y a toute une partie de rééducation et ensuite on intervient énormément sur la partie réadaptation lorsqu'il y a des séquelles, lorsqu'il faut réaménager, il faut réadapter. Donc vous intervenez, donc c'est une profession qui est relativement récente. Non, pas si récente que ça. Non, quand même. Non, alors bon, je ne saurais pas, je saurais pas dire la dater. Non, c'est pas si récent que ça. C'est pas si récent, mais en tout cas, bon, c'est sans doute une des professions... Qui n'est pas très connue, en tout cas. Non, qui n'est pas très connue, mais qui a une importance. Vous intervenez souvent dans le cadre d'équipes pluridisciplinaires. Oui, principalement. On est vraiment un métier, une profession qu'on ne peut pas vraiment faire tout seul, parce que le but c'est de travailler avec la personne dans son projet de vie et son projet de vie forcément ça inclut toutes les personnes qui travaillent autour d'elle, que ce soit de sa famille, de son aide ménagère, à son médecin traitant, son médecin rééducateur, voilà. Très bien. Alors vous aurez sans doute un rôle qui va se développer lié au vieillissement des populations et à la nécessaire adaptation de l'environnement et donc tout particulièrement du domicile de ces personnes. Alors, si j'avais une première question à vous poser, ou une énième question, parce que je vous en ai déjà posé un certain nombre, pourquoi adapter, en vieillissant, pourquoi adapter son logement? Alors, pourquoi l'adapter en prévention déjà de tout ce que le vieillissement implique. Donc lorsque l'on vieillit, il y a les personnes qui vont avoir des problèmes fonctionnels, des problèmes cognitifs, d'orientation, de mémoire, des problèmes de marche, des problèmes de mobilité. Donc il faut prévoir l'aménagement de la maison pour que la personne puisse continuer à vivre comme il faut dans sa maison, en prévention de ce qui est le plus redouté, c'est les chutes chez les personnes vieillissantes. Tout à fait. Donc on l'a vu ici dans Mahogany, les chutes sont un phénomène à prendre en considération puisqu'elles peuvent s'avérer d'une extrême gravité, puisque aller jusqu'au décès de la personne qui chute, les conséquences peuvent être très graves. Oui. Et donc on a peut-être vous parlé de prévention. C'est une prévention que vous situez à peu près autour de quel âge? Parce que bon, on ne se voit pas, les statistiques le prouvent. On se donne en général, on s'estime 10 ans moins vieux que ce qu'on est en règle générale. Et on a tendance peut-être à négliger certaines pertes de sensations, certaines petites défaillances musculaires, etc. Donc, à partir de quel moment doit-on penser à... Je ne saurais pas donner d'âge, parce que bon, ça arrive, je pense que ça peut arriver à n'importe quel âge, toute personne. Mais dès qu'on commence à voir je pense que l'on faiblit sur certaines activités, que la vue baisse beaucoup lorsqu'il y a des problèmes de vue, ça devient aussi un peu dangereux. Lorsqu'on voit que des fois on n'est plus comme avant, puis des fois qu'on est un peu bloqué à la maison, certaines choses sont plus accessibles ou des choses comme ça.
Voilà. Voilà. On diffère certaines activités parce que bon, on pense qu'il va falloir aller rechercher tel matériel qui est rangé très haut, où on ne va pas trop se baisser parce qu'on a mal au dos, ou on a du mal à monter des escaliers, on essaie de rassembler ces activités qui sont à l'étage à un certain moment, etc. etc. Donc, quelles sont les aides qu'un ergothérapeute peut apporter dans ce cadre-là? Alors là, on parle du vieillissement, de la prévention, des petits gestes de prévention, des petites aides techniques légères. Les petites aides techniques légères. Donc, dans la prévention, ce qui est au niveau fonctionnel, la personne âgée aura peut-être un peu de difficulté à passer les marches ou les seuils entre chaque pièce. Comme disait l'architecte tout à l'heure, il y a souvent des marches entre différentes pièces. Donc peut-être juste mettre une barre d'appui qu'on fixerait au mur au niveau de l'embarrure de la porte, et puis pour nous aider à passer plus facilement. Ça peut être commencer à réaménager un peu la cuisine, c'est-à-dire faire un peu le tri sur quels sont les ustensiles qu'on utilise le plus souvent, les mettre à la bonne hauteur, à la hauteur la plus fonctionnelle pour nous, pour ne pas avoir à monter sur un escabeau et puis à aller chercher tout en haut. Essayer vraiment de réaménager un peu sa maison en fonction de ses besoins, en fonction de ce qu'on a l'habitude de faire. Dans la salle de bain, alors souvent on dit que lorsque l'ergothérapeute arrive, l'ergothérapeute dit il faut casser la baignoire, il faut mettre la douche de plein pied. Oui. Alors c'est vrai qu'à long terme, c'est quand même l'idéal, c'est d'avoir une douche de plein pied, ce qu'on appelle une douche à l'italienne, voilà, sans rebord, avec un revêtement antidérapant. C'est vrai que ça, c'est l'idéal, parce qu'au niveau des chutes, l'antidérapant est idéal. On peut mettre une barre d'appui, on peut mettre une chaise de douche à l'intérieur pour s'asseoir. Mais ça, c'est déjà dans du long terme. En prévention, si la personne veut garder sa douche et il y a une marche, on peut remettre juste une barre d'appui dans la douche, comme le principe de la barre d'appui, et mettre un tapis antidérapant au fond de la douche. On peut y faire installer une chaise à l'intérieur de la douche lorsqu'on sent qu'on est un peu faible, lorsqu'on prend sa douche. Une petite chaise strapontin qui se fixe au mur, qui se rabat et on peut s'asseoir dessus. Lorsque la personne a une baignoire et que la personne est encore assez valide, on peut juste mettre un système de planche que l'on met sur la baignoire, qui se repose sur chaque côté de la baignoire. Ça, la personne rentre dans la baignoire, s'assied sur sa planche, c'est stable, c'est antidérapant. Elle peut faire sa toilette, se relever, tout en sécurité. Toujours en pensant à mettre un tapis antidérapant. Au niveau de la robinetterie, ce qu'on conseille souvent, c'est de mettre des mitigeurs. De remplacer les deux robinets par des mitigeurs. Voilà, parce que les robinets, souvent, s'ils sont usés, en plus, ça demande énormément d'efforts au niveau des articulations du poignet. C'est de plus en plus difficile et souvent très douloureux pour certaines personnes, surtout les personnes qui ont de l'arthrose. C'est vraiment contre-indiqué, en plus, ces mouvements de torsion du poignet. Donc, mettre un mitigeur, tout simplement, et puis il permet en plus, le mitigeur, il y en a qui existent thermoréglables, qui permettent de mettre directement à la bonne température. Parce qu'on sait que souvent, quand on vieillit, on n'a plus les mêmes sensations, on peut se brûler plus facilement sans le sentir, comment on réagit beaucoup plus lentement que lorsqu'on est plus jeune. Donc effectivement, il y a des risques de brûlure accrus. Il y a des risques de brûlure, oui. Alors bon, c'est pas flagrant, mais justement, il faut faire attention. Donc des petites adaptations comme ça. Et puis voilà. Et puis dans le reste de la maison, c'est libérer les espaces. Permettre des points bien stables où on peut s'appuyer si jamais on est un peu fatigué, un meuble bien stable ou un fauteuil. Si jamais il est sur roulette, le fauteuil, peut-être voir à trouver un système pour le freiner, pour pas que ça nous entraîne si on s'appuie dessus. Et puis il y a toujours ce danger des tapis que les personnes âgées aiment bien, c'est les tapis au milieu du salon. Donc le danger, c'est de se prendre les pieds dedans, c'est ça. Oui, bien sûr.
Donc l'idéal c'est de l'enlever, c'est de le retirer, Donc, oui. mais c'est vrai que c'est délicat lorsqu'on y tient. Alors après il existe des petits systèmes de fixation au sol, une sorte de scotch double face qui permet de le fixer. Et qui évite effectivement Qui évite, voilà, de bouger en et puis de se entraînant, retourner sur les bords. Retourner sur les Ouais. bords, absolument. Mais bon, c'est vrai que voilà, c'est pour ça qu'il faut le faire le plus tôt possible parce que on sait que lorsqu'on est une personne, âgée ou pas âgée, on est habitué, on a nos habitudes, on a nos façons de faire. Et le fait d'enlever le fait de tout changer d'un coup, ça peut perturber beaucoup. Donc, il faut penser à l'avenir et aménager progressivement. Très bien. Donc, on voit, ce sont des petites choses très simples Oui. qui n'ont pas de connotation vieillissement, Non. hein, c'est-à-dire qu'on peut s'y prendre dès qu'on sent qu'on perd un petit peu en mobilité Oui. et que bon, on a besoin d'un peu plus de facilité. Ou lorsqu'on a une pathologie, vous avez parlé tout à l'heure de l'arthrose, Ouais. donc effectivement où on a de plus en plus de mal à Oui. tenir les choses, Tout ce qui est au niveau des articulations. tout ce qui est au niveau des articulations. Donc là, la personne, les personnes elles-mêmes peuvent effectivement, il y a toute une gamme de matériel et de Ouais. produits dans les magasins spécialisés ou les magasins d'aménagement et de déco qui peuvent permettre Oui. effectivement de mettre là une petite barre, Qui ici peut, oui. un rangement. Qui sont pas forcément trop médicalisés. Trop médicalisé et peu onéreux. Ouais. Donc là, nous parlons donc d'adaptation légère. L'ergothérapeute n'est pas obligé encore d'intervenir. Alors, pas obligé, il aura vraiment un rôle de conseil, de conseil principalement, et puis d'aide à la mise en place. Et puis un rôle aussi pour faire les essais. Parce que c'est vrai qu'on ne va pas mettre une aide technique à n'importe qui, il faut la mettre à la bonne hauteur, il faut quand même qu'il y ait un essai. Alors souvent les revendeurs de matériels médicaux sont capables aussi de le faire, mais c'est vrai qu'un conseil d'un ergothérapeute spécialisé, c'est toujours mieux. Et j'ai pas parlé tout à l'heure des WC qui est très important. Des toilettes, oui, tout à Ouais. fait. Et donc voilà, quand on a du mal à se lever, donc il y a deux solutions. Soit on peut ajouter sur son WC un rehausseur de WC qui permet de se lever Comme moins un bas. petit peu à l'image de ce qu'on a pour les enfants qui commencent Voilà. à aller aux toilettes. Donc c'est des rehausseurs. C'est des rehausseurs qui vont de 5 à 15 cm selon la hauteur des WC existants. Mais l'idéal est, ce qui fait encore moins handicap, c'est d'acheter les WC qui sont maintenant aux normes handicap, qui sont déjà rehaussés. Bon, ça permet aussi c'est un peu plus stable et voilà, mais c'est un peu plus cher. C'est un peu plus cher. Voilà. Ce sont par exemple des solutions auxquelles on peut penser dans le cadre de réadaptation ou d'adaptation du logement dont parlait tout à l'heure M. Vermignon, à savoir effectivement penser à remplacer la cuvette des toilettes et mettre une cuvette surélevée pour permettre effectivement de se relever ou même de s'asseoir avec plus de facilité. Alors là, nous avons parlé des aides techniques, hein, ce que vous appelez des aides techniques. Lorsque vient vraiment les situations de dépendance, on passe là à un niveau supérieur, où sans doute le recours à un ergothérapeute là, devient vraiment indispensable. Alors, nous avions rencontré il y a quelque temps déjà une aidante familiale, donc une personne qui assistait sa mère atteinte d'une maladie neurodégénérative qui nécessitait une assistance permanente. Et donc là, l'aide et l'adaptation du domicile vient soulager le malade, mais également soulager l'aidant familial, la personne qui assiste ce malade, grâce à des adaptations du domicile. Alors nous avions réalisé un petit reportage chez elle, qui porte sur les aménagements du domicile de Daniel. Je vous invite à le regarder, voire à le commenter pour voir. Donc c'est un reportage très court. Nous regardons, nous nous retrouvons après. Donc vous pouvez effectivement commenter. Donc là, on a une chaise. Là, c'est une chaise de douche en fait qui est aussi chaise garde-robe pour les besoins.
Voilà, donc elle est sur roulette. Donc là, on voit bien, c'est une douche à l'italienne, donc toute plate. Elle permet de mettre la personne directement dessus et de l'amener dans la douche. Là, un système de barre d'appui toute simple, fixée dans la douche. Et là... C'est une rampe d'accès. Voilà, c'est ça. Donc, elle était à l'étage, je suppose, et ils ont fait mettre une rampe d'accès à l'extérieur. Voilà, absolument. Donc, puisque la maison est sur 2 niveaux, donc une rampe d'accès qui permet aux fauteuils roulants d'accéder au lieu de vie de façon... Alors là, c'est vrai que pour les rampes, là, c'est quand même assez important de faire appel soit à un ergo, soit ou un professionnel du bâtiment qui s'y connaît quand même dans le handicap, parce qu'il y a quand même des degrés de pente à respecter. Si la personne pousse elle-même son fauteuil roulant, il ne faut pas que la pente ne soit trop forte, sinon elle aura du mal à la monter. Et ça sera très dangereux lors de la descente. Et lorsqu'une tierce personne pousse la personne, il ne faut pas non plus que ça soit trop incliné, sinon la tierce personne souffre énormément. Tout à fait. Voilà. Donc là, on passe à des aménagements beaucoup plus conséquents, donc l'aménagement même du domicile. Tout à l'heure, M. Vermignon parlait de normes strictes à respecter. Donc, on ne s'improvise pas adaptateur de son propre logement lorsqu'on touche vraiment à des questions de bâti. Oui, parce qu'on ne se rend pas bien compte. On se dit oui, ça va passer, ça va le faire, mais il faut savoir que tant qu'on n'a pas été dans le fauteuil pour essayer, on ne s'en rend pas compte, mais une pente, c'est vraiment très dur à passer. Même un seuil de porte, une petite marche, c'est très très dur à passer. Donc tous ces petits détails-là, il ne faut pas les négliger et il faut faire appel aux personnes qui connaissent les normes, quoi. Très bien. Alors, quels sont les gros dispositifs, les principaux dispositifs lourds qu'on peut mettre en place au sein de son domicile pour soulager, effectivement, ou pour permettre une autonomie plus grande des personnes qui sont déjà atteintes d'invalidité ou de dépendance moyenne à forte? Déjà, l'idéal, c'est, si le bâtiment le permet, c'est d'installer les pièces à vivre tout au rez-de-chaussée. D'accord, donc là, l'idéal, c'est un réaménagement. Si jamais la personne vit sur 2 étages, il n'y a qu'en haut, il n'y a que la chambre, est-ce qu'il n'est pas possible d'installer une chambre en bas? Ça, c'est le premier axe, c'est de voir est-ce qu'on ne peut pas mettre tout sur un même niveau et encore mieux au rez-de-chaussée pour éviter les grandes rampes comme ça qui sont coûteuses et quand même pas très pratiques, pas très faciles. Ensuite, ce que je disais au niveau de la salle de bain, donc c'est principalement, comme on l'a vu, la douche à l'italienne, pour permettre à la fois, alors la personne, si elle peut se déplacer toute seule en fauteuil, qu'elle puisse y aller toute seule dans la douche, ou alors qu'il y ait assez d'espace pour accueillir une tierce personne, l'aide-soignante ou la famille ou l'infirmière, pour l'amener dans la douche et qu'elle ait assez d'espace pour faire les soins comme il faut. Souvent, on va devoir casser des cloisons, on va devoir repenser la pièce pour vraiment permettre une circulation en fauteuil. Comme le disait M. Vermignon, il faut un diamètre de giration de 1,50 m. La giration, c'est-à-dire qu'il faut permettre que le fauteuil puisse... Voilà, il faut qu'il puisse tourner sur lui-même, sans rentrer en contact avec des obstacles sur un diamètre de 1,50 m. 1,50 m. Voilà, au moins un endroit dans la pièce pour qu'il puisse faire le demi-tour, pour qu'une tierce personne puisse lui faire demi-tour. Il faut vraiment de l'espace, en fait. Dès qu'il y a un fauteuil dans une maison, il faut de l'espace. Donc parfois, il faut aussi se séparer peut-être d'un sofa qu'on n'utilise plus, ou il y a peut-être des fois il faut faire des sacrifices sur le mobilier. Sur le mobilier, ce qui est assez dur souvent pour les personnes âgées parce qu'elles tiennent souvent... Elles sont attachées à leurs objets, à leurs décorations, leurs souvenirs. C'est vrai que ça demande du temps, les gens sont souvent pas d'accord, donc c'est quand ils sont confrontés au problème qu'ils le voient après, qu'ils disent bon d'accord, je vais laisser cette commode-là au profit d'un peu plus de place. Très bien. Donc, on voit, avant de passer directement aux travaux lourds, il y a quand même des solutions de réaménagement, on change de lieu de vie, enfin, on descend
de plein pied Ouais. ou en tout cas au rez-de-chaussée. On enlève un maximum de mobilier pour faire de la place. Alors après, si jamais la chambre est à l'étage par exemple et qu'il n'y a pas vraiment de solution pour la mettre en bas et que la personne est pas totalement dépendante, hein, mais qu'elle sait quand même faire quelques pas, faire ses transferts, c'est-à-dire se mettre debout de son fauteuil à un autre fauteuil, on peut penser à des monte-escaliers électriques. Ça existe aussi. Qui permet de monter d'un étage par une assistante électrique. Mais ça demande quand même une bonne expertise parce qu'il faut vraiment que la personne soit apte à le faire, quoi. C'est quand même... Il faut quand même un minimum de force musculaire. Alors oui, au moins pour savoir se transférer de son fauteuil roulant au fauteuil qui monte. Voilà, oui. c'est le minimum requis, on va dire. Et puis voilà, après ça peut être juste des petites adaptations, s'il n'y a qu'une marche, un dénivelé, juste mettre un plan incliné en bois ou en ciment selon, pour permettre le passage d'une pièce à une autre. Tout à fait, donc sur les petits, pas les gros escaliers, mais en tout cas les petits changements différences de niveau. Ouais. Donc il y a la possibilité, effectivement. Donc là, on le voit bien, hein, le travail de l'ergothérapeute est important pour trouver des solutions relativement simples et légères auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Oui, c'est vrai que des fois les personnes ne sont pas dans ça, donc ils n'y pensent pas, mais bon, c'est quand même assez simple et puis ils comprennent quand même assez rapidement que ça va les aider. Ouais. Tout à fait. Alors si on passe à une étape suivante, la grosse dépendance, est-ce que vous pouvez apporter une aide et quel type d'aide Alors la grosse dépendance, ça sera de l'aide principalement pour la tierce personne qui va aider la personne handicapée. Donc ça va être pour la transporter. Donc la faire sortir du lit, la mettre au fauteuil, donc là c'est tout ce qui est système de soulève-personne. Donc le soulève-personne, une sorte de harnais qu'on vient mettre sous la personne, et puis une sorte de treuil électrique qui vient soulever la personne, c'est sur roulette, et qui redépose la personne dans son fauteuil. Ça, la tierce personne peut l'utiliser pour aider. Donc elle existe soit sur roulette ou elle existe avec des rails au plafond. Là c'est encore des gros aménagements. C'est une installation, il faut que le plafond ça corresponde. Enfin là c'est les experts en bâtiment et les revendeurs du matériel qui pourront dire si c'est possible ou pas au niveau de la faisabilité. Et puis voilà. Sinon, voilà, les gros travaux. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, estimez-vous qu'il existe véritablement des solutions intéressantes pour conserver un minimum d'autonomie ou lorsque on a perdu son autonomie pour que la personne qui assiste, une personne dépendante, puisse avoir quand même la possibilité de le faire dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Enfin oui, c'est sûr qu'on peut mettre en place plein de choses, mais après bon, forcément ça a toujours un coût, mais il est possible de mettre de toute façon la politique c'est le maintien à un domicile de la personne. Il n'y a pas beaucoup de place dans les centres d'accueil, et puis la personne veut rester chez elle. Voilà, tout à fait, c'est l'objectif. Voilà, c'est l'objectif, donc voilà, c'est toutes ces petites aides, tous ces conseils, tous ces travaux, ces aménagements, ça permet à la personne de vivre le plus autonome, alors peut-être pas indépendant, mais autonome possible, en restant dans son cadre de vie, et puis après c'est les aides humaines qui sont le plus important. Très bien. Alors on rappelle que l'ergothérapeute intervient auprès des personnes âgées, dans le cadre de vieillissement de tout un chacun, mais également pour toutes les personnes qui, du fait d'une pathologie, d'un accident, qu'il soit un accident au cours de la vie ou une pathologie qui existe depuis la naissance. Donc vous intervenez à ces différents niveaux pour améliorer l'autonomie de ces personnes. Alors, où peut-on
rencontrer des ergothérapeutes ou peut-on contacter des ergothérapeutes? Alors, en Martinique, il me semble, je vais peut-être dire une bêtise, mais il me semble qu'on est à environ 40 ergots. Mais on est beaucoup répartis dans les centres de rééducation, donc comme le Carbet ou le Centre Maventura, ou dans les associations et les centres d'accueil pour les enfants polyhandicapés. Donc, dans des établissements, il y en a aussi dans les centres hospitaliers. Et puis en libéral, hélas, il n'y en a pas beaucoup. Aux dernières nouvelles, elles sont 2. Et souvent, elles sont quand même plus axées sur les enfants. La prise en charge des enfants, dyspraxie et tout ça. Donc, pour le moment, si un de nos téléspectateurs souhaite, dans le cadre de la prévention de son propre vieillissement, avoir recours au service d'un ou d'une ergothérapeute. Alors là, les 2 seules solutions que je connaisse, alors peut-être qu'il y en a d'autres, mais où je ne suis peut-être pas au courant. Les 2 seules solutions que je connais, c'est de faire appel au réseau handicap qui se trouve à Cluny et au CIVAD qui se trouve dans les Hauts-du-Port, il me semble, où là, il y a des ergothérapeutes. D'accord, très bien. Donc eux, leur rôle, c'est Donc en fait, ils ont chacun leur mode de signalement. Soit c'est le médecin qui doit signaler le patient au réseau, ou le patient peut venir directement au CIVAD. Ils ont chacun leur système, il faut les contacter. Et puis là, l'ergothérapeute va rencontrer la personne, étudie ses difficultés, ses incapacités, et puis étudie le projet de vie de la personne, et on va conseiller, on va accompagner s'il y a des dossiers à mettre en place. Il y a une assistante sociale qui est là pour aider à la mise en place des dossiers de financement. Et puis voilà, on va suivre, on va prendre rendez-vous avec les entrepreneurs s'il y a des travaux à faire, pour les conseils, les normes. Voilà, et puis il y a un gros travail avec les revendeurs médicaux, les essais des fauteuils, les essais de tout ce qui est matériel médical. D'accord, très bien. Alors, mais là c'est vraiment donc les personnes qui sont déjà en perte d'autonomie, c'est-à-dire que oui, ouais. Si il y a déjà un handicap. Si quelqu'un a juste envie de commencer à se faciliter la vie au quotidien. Il n'y a pas d'ergothérapeute disponible. Sinon, la solution, aller chez un des revendeurs qui pourra conseiller à son niveau sur son matériel. Mais sinon, non, il n'y a pas vraiment... Alors, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il n'y a pas d'endroit où, pour des petits conseils de prévention, il n'en existe pas. Après, je sais qu'il y a peut-être des associations... mais je ne pourrais pas dire. Très bien. Alors, donc rien n'empêche, il y a un certain nombre aujourd'hui de revendeurs de matériel médical ou paramédical qui tiennent à la disposition et puis qui offrent des possibilités d'aide technique ou simplement de produits facilitant la vie au quotidien, que ce soit des fauteuils qui permettent de se relever facilement, des aides pour comment dirais-je, ouvrir des bocaux un petit peu, tous les systèmes d'aide technique d'ouverture, voilà, aux bocaux, comment dirais-je, aux récipients. Ça, on peut même en trouver dans le commerce. Dans le commerce, la grande distribution. Dans la grande distribution, où il y a souvent des aides de plus en plus faciles pour ouvrir les bocaux, découper les ananas. Il y a toujours plein de trucs. Il y a toujours des trucs nouveaux. Astuces, voilà, y compris dans les émissions de shopping. Oui, c'est vrai. Où on peut trouver beaucoup d'aides pour se faciliter la vie. Même lorsqu'on n'est pas, on ne se considère pas en tout cas comme invalide ou ayant perdu son autonomie. Est-ce que vous vous intéressez, alors bon là on parle d'aide mécanique et d'aménagement, il y a une discipline qui est en train de se développer, alors à l'origine elle n'était pas conçue directement en direction des personnes âgées, mais s'intéresse de plus en plus à ce type de problématique, c'est tout ce qui concerne
la domotique, l'électronique appliquée donc à la vie au domicile. Est-ce que vous, en tant qu'ergothérapeute, ce sont des pistes que vous explorez? Alors oui, tout à fait, notamment pour les personnes lourdement handicapées, comme les tétraplégies ou les gens qui se retrouvent en fauteuil roulant électrique, qui ne peuvent plus actionner par eux-mêmes. Oui, il y a tous ces systèmes de domotique, c'est-à-dire ouverture de la porte à distance, allumer la télé à distance, pouvoir écrire sur son ordinateur avec une aide technique. Il existe énormément de choses, de plus en plus de choses en tout cas. Et les ergothérapeutes, en relation avec les revendeurs de matériel médicaux, parce que c'est vrai qu'en plus en Martinique on n'a pas accès à tout, donc il faut vraiment se rapprocher d'eux, il y a quand même beaucoup de choses. Et donc là, mais c'est quand il y a vraiment un gros handicap. Un gros handicap. Donc bon, je sais que ce sont des techniques qui se développent à très grande vitesse. Mais bon, même après, même quand il n'y a pas un gros handicap, tout ce qui est ouverture des portes, qui sont souvent lourdes pour les personnes, ou ça peut se faire à distance avec un bouton. Il y a plein de choses qui existent. Les volets, les volets, les stores électriques, l'allumage, les lumières, l'électricité, etc. Donc effectivement, c'est sans doute, on aura l'occasion d'en reparler dans Mahogany, puisque c'est un secteur de pointe qui est sans doute appelé à se développer et à intervenir dans le champ de la facilitation du vieillissement au sein de la cité, au sein de son domicile. Donc il existe d'ailleurs, je vous le dis en passant, une section de formation, je crois qu'elle est unique en tout cas encore à la Martinique, section de formation domotique à la MEP, je crois, dont nous aurons l'occasion de reparler et qui forme les jeunes Martiniquais à ces techniques de domotique qui sont, je crois, un gisement d'avenir, en tout cas dans le cadre du vieillissement accéléré de la population active. Alors, nous avons parlé dans le cadre des aménagements plus lourds, donc du coût que cela peut représenter, qui peut freiner certaines personnes, en tout cas qui peut les intéresser. Alors, nous avons dans la chronique de France Antilles parlé des aides techniques, des aides financières qui peuvent être mises à la disposition des personnes qui souhaitent faire des travaux d'adaptation. Donc, la MDPH, au plan local, la MDPH qui dépend du Conseil général de la Martinique, fournit un certain nombre est à même d'aider financièrement les personnes qui souhaitent adapter leur logement. Quel est le circuit? Est-ce que vous connaissez le circuit pour les personnes qui souhaiteraient intervenir sur leur domicile? Moi déjà je conseillerais à toute personne qui veut faire des travaux chez elle par rapport à un handicap de se rapprocher quand même de son assistante sociale de secteur. Le CCAS de la commune par exemple, et qui pourra l'aider déjà à faire un travail en amont et l'informer sur ce qui existe, parce que la MDPH a énormément de travail de demandes, il y a beaucoup d'attentes. Donc des fois c'est vrai que se renseigner auprès de l'assistante sociale, c'est quand même une bonne chose. Un premier contact. Un premier contact, savoir qu'est-ce qu'il faut comme papier et ce dont on a le droit. Après la MDPH, donc, elle permet aux personnes en situation de handicap de bénéficier d'argent au niveau travaux de la maison. Alors il y a les aides pour l'aménagement, les aides pour les aides techniques, les aides pour l'aménagement du véhicule aussi. Puis pour après les enfants, c'est encore autre chose. Donc ça dépend de l'âge de la personne, ça dépend de son degré d'incapacité. Et c'est vrai que souvent, donc ils ont une ergothérapeute aussi là-bas à la MDPH. Pour faire un dossier de financement, l'ergothérapeute va faire un bilan de la personne, un bilan d'autonomie, selon une grille référencée qui permettra de placer la personne dans un cadre, et de savoir après en fonction des revenus, en fonction des charges. Enfin, c'est toute une enquête assez fastidieuse pour les gens qui travaillent là-bas, parce qu'il faut vraiment faire le point sur tout ce que gagne la personne, tout ce qu'elle dépense et combien d'argent.
combien on va critères de revenus. Voilà. Donc, combien on va pouvoir lui attribuer. Ouais. Absolument. Et puis après, il y a des plafonds. Enfin bon, après, c'est pas drôle. Donc la première étape, c'est effectivement de se rapprocher de l'assistance sociale, du CCAS, de son domicile, pour voir quelles sont les aides auxquelles chacun peut prétendre dans le cadre d'un réaménagement de son domicile. Alors, il existe également un certain nombre d'organismes susceptibles de vous aider dans le cadre du financement de travaux lourds d'aménagement et d'adaptation de votre domicile. J'en citerai deux, dont l'un bien connu, le Pacte, qui se trouve au centre d'Elgrès à Dillon, qui, à côté des opérations de réaménagement et d'adaptation de votre domicile, a une expertise également et intervient également dans le cadre d'adaptation au vieillissement, d'installation de dispositifs d'allègement, si je peux m'exprimer ainsi, des conséquences du vieillissement, et également l'ANA, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, a récemment, dans le cadre de son budget 2013, augmenté l'enveloppe allouée aux travaux d'adaptation de plus de 10%, donc en tenant compte des impératifs qui sont les suivants, à la fois le respect de la volonté des personnes de rester à domicile, malgré le vieillissement, malgré d'éventuelles pathologies, et également dans le cadre de la politique de maintien à domicile développée par les pouvoirs publics, dans un souci de bien-être, mais également, on ne peut pas le cacher, d'économie budgétaire. Avec le pacte, il y a différents opérateurs sociaux aussi. Différents opérateurs sociaux qui peuvent intervenir dans ce cadre-là. Donc, rapprochez-vous de votre assistante sociale, du pacte et également de l'ANA par le biais de l'ADEAL, pour toutes les aides qui pourraient vous être versées en contribution financière pour des travaux d'aménagement. Bien, Madame Souchet, nous aurons sans doute l'occasion de nous revoir, donc je vous remercie vraiment d'avoir répondu à notre invitation. Je sais que vous travaillez par ailleurs sur un projet, puisque l'adaptation du domicile pour bien vieillir, c'est une des pistes du bien vieillir. Mais je ne sais pas si vous souhaitez en parler ou si nous en parlerons ultérieurement. Vous travaillez également sur l'accompagnement un projet d'accompagnement de personnes âgées par le biais de l'animal. Voilà. Je suis en train de monter un projet professionnel et personnel à la fois de zoothérapie, donc la thérapie par la médiation animale. Donc voilà, je suis en train de démarcher un peu partout pour travailler principalement avec les personnes âgées en dépression ou en troubles cognitifs, démence jusqu'à Alzheimer, pour venir avec mes animaux et travailler autour de ça. Et il y a de bons résultats et donc j'espère pouvoir mettre ça en place en Martinique. Écoutez, nous à Mahogany, nous prenons l'engagement de vous accompagner parce que tout ce qui contribue au bien vieillir, c'est, comment dirais-je, la mission que nous sommes donnés à Mahogany et dont j'espère pouvoir contribuer, même modestement. Donc, mes remerciements pour votre présence sur le plateau. Nous allons vous accompagner. Quant à nous, je vous dis au revoir. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Donc, mardi, nous serons le 24, si je ne m'abuse, mardi 24 septembre, pour une émission spéciale lutte contre la maladie d'Alzheimer. À très bientôt.